On est parti pour le point actu hardware. Aujourd'hui, mercredi 19 mai. Au programme, pas mal de trucs, mais surtout le débrief de la conférence Google I.O. Super nom de conférence, c'est faux. Qui nous a annoncé beaucoup de trucs plus ou moins précis dans le domaine du service et du logiciel, plus qu'autre chose. Mais on commencera par le Bitcoin qui a perdu beaucoup de valeur en très peu de temps. Et voilà, visiblement les gens s'y attendaient pas vraiment et c'est arrivé, même si on sait que c'est des marchés assez volatiles et qui fluctuent en permanence. Je suis pas sûr que les gens s'attendaient à des chutes aussi extrêmes. Honnêtement, moi je vous dis juste les faits et je ne fais pas de. Je n'ai pas trop de connaissances dans les crypto-monnaies donc je ne donne pas de conseils. On aura aussi en deuxième petite news avant la conférence Google un problème qu'il y a eu sur certaines caméras de surveillance. Un problème quand même assez massif, même si ça a touché que très peu de personnes. C'est voilà, les caméras de surveillance, c'est toujours un peu compliqué d'avoir des bugs et des failles. Ici, on parle quand même d'un bug qui donnait accès à d'autres utilisateurs à des flux vidéo de caméras de surveillance qui n'étaient pas les leurs, donc ça peut poser des problèmes. Mais bon, visiblement ça se corrige, heureusement. On aura donc du coup après Google et les multitudes d'annonces qui ont été faites hier. Je crois d'ailleurs que c'est pas fini, hein, mais il y a déjà du matos. Hein. Il y a déjà beaucoup de trucs qui sont annoncés. Je suis peut-être pas le meilleur, le mieux placé pour vous en parler, parce que honnêtement, la plupart des trucs, moi, je les utilise pas. Mais on va voir un peu les trucs intéressants, les trucs nouveaux et les trucs où c'est un peu beaucoup de marketing. On va essayer de décrypter ça ensemble et de comprendre. On parlera après Google d'Apple et ça commence à teaser les prochaines puces Apple, la puce M2 qui devrait être une puce plus axée sur la performance que la puce M1 actuelle. Et on nous annonce même une petite puce M1 nouvelle génération dans le futur. Donc beaucoup de refresh qui vont arriver chez Apple sur notamment toutes les gammes d'ordinateurs, que ce soit du mobile ou de l'ordinateur de bureau. Ça a l'air intéressant sur le papier, hein. Vraiment, c'est prometteur. On va parler d'une une manette modulaire pour un service de cloud gaming de Tencent. Alors on va pas trop parler du service de cloud gaming de Tencent parce que je le connais pas du tout, donc je veux pas dire de bêtises. On va juste voir cette manette qui a des intérêts, a peut-être aussi des inconvénients, mais il y a un truc. Pour le coup, il y a un truc. On parlera ensuite d'un mini PC taille nuque, donc vraiment mini PC, avec dedans une config plutôt costaud, assez étonnant, vraiment assez étonnant comme truc. On parle quand même d'une config avec un i7 mobile et une 2060 dans un tout petit boîtier. C'est assez sympa et en termes de compatibilité de trucs un peu modulables, c'est aussi sympa. On va parler processeurs, une seule news sur les processeurs et un bon plan sur des processeurs vraiment très haut de gamme. On va parler des Ryzen 9 dernière génération 5900X, 5950X, des processeurs qui ont respectivement 12 et 16 cœurs. Hein. Donc voilà, on est sur des monstres, on est sur du haut de gamme, on est sur des processeurs qui sont chers. Mais c'est plutôt intéressant. On finira bien sûr avec des news sur des cartes graphiques, du petit teasing chez Asus, une nouvelle carte, un nouveau modèle chez Nvidia et des petites informations supplémentaires sur le
LHR de Nvidia. Une information qui, j'avoue, je n'avais pas vu encore, ou c'était passé entre les mailles de mon filet, je ne sais pas, mais information plutôt importante qui peut du coup peut-être donner un peu plus d'air qu'on ne pensait au marché de la carte graphique gaming. Et on finira avec des écrans, un écran ultra haut de gamme avec un prix, et ça c'est assez rare, et une promo sur un écran aussi plutôt haut de gamme, hein, clairement. Accès gaming compétitif, fast FPS, ça va vous régaler et honnêtement c'est pas très cher vu les caractéristiques qu'il a. On commence tout de suite avec les mauvaises nouvelles, surtout pour ceux qui ont investi dans la crypto-monnaie. La chute du Bitcoin de plus de 50% en quelques jours. Donc voilà, on s'est retrouvé à un moment où il valait plus que 25 000 dollars. C'est remonté depuis un petit peu, je crois. Quand j'ai regardé, en tout cas, c'était remonté un petit peu. Donc visiblement, les gens ne s'attendaient pas spécialement à une chute aussi drastique. Ça spécule à l'infini sur les raisons de cette chute. Certains accusent forcément Elon Musk avec sa communication qui, franchement, a fait voir pour beaucoup de gens qui ne sont pas forcément initiés aux crypto-monnaies l'aspect négatif environnemental des crypto-monnaies et que au final toute personne qui s'est un petit peu intéressée à la technologie, je parle pas je parle pas des gens qui ont investi dedans, mais juste la technologie, comprendre comment ça fonctionnait. Honnêtement, moi j'ai posé quelques questions à des gens qui connaissaient bien mieux que moi parce que je ne suis pas du tout expert. Et je me suis vite rendu compte que oui, c'était un gouffre énergétique flagrant. Et on le sait depuis longtemps, c'est pas nouveau. Donc, donc voilà, il y a eu ces histoires. Et je vous avoue que moi, je ne suis pas vraiment le marché des crypto-monnaies. Donc je ne sais pas exactement à quoi est lié toutes ces fluctuations. En tout cas, il est actuellement plutôt bas. Vu qu'il est descendu à 25 000, eux ils disent 27 000 euros, ok, 27 000 euros, on va dire ça. Encore une fois, je ne suis pas expert et je vous informe juste que le Bitcoin a perdu beaucoup de sa valeur, c'est tout. Aucun autre info, conseil, rien du tout. Allez voir les experts en crypto-monnaie, ce n'est pas mon cas. Mais sachez que voilà, il peut y avoir, c'est possible, des fluctuations énormes. Il y a quelques semaines, un Bitcoin valait 53 000 euros le Bitcoin. Il y a eu un moment où aujourd'hui il valait plus que 27 000 euros, ce qui est quand même vraiment beaucoup moins. On est presque à moins 50%. Donc voilà, faites attention à vos investissements et évitez d'investir de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ça peut être compliqué. On continue avec un bug plutôt surprenant sur des caméras de surveillance EFI. Moi j'aime bien EFI. EFI qui est du coup une filiale du constructeur chinois Anker, qui voilà, est plutôt présent hein, au niveau mondial dans les caméras de surveillance plutôt type grand public que truc professionnel bien sûr, mais du coup pas mal répandu. Et un bug suite à une mise à jour qui a impacté, d'après EFI, très peu de gens. Ils parlent de... alors je vais reprendre leur chiffre exact pour pas dire de bêtises, mais ils parlent voilà, de 0,001% de leurs utilisateurs. Et ils expliquent que ça a été corrigé 2 heures plus tard. Mais pendant ce laps de temps de 2 heures, certains utilisateurs avaient accès à des caméras de surveillance qui n'étaient pas les leurs. Voilà, depuis leur accès à distance au gestionnaire de leur caméra de surveillance. Et aussi avaient parfois la possibilité de contrôler ces caméras, donc
rotation verticale, horizontale, ce genre de trucs sur des caméras qui étaient motorisées. C'est plutôt problématique. Alors certains ont direct tout débranché, hein. Mais c'est quand même délicat de se dire que ces organes de sécurité subissent ce genre de bug. Ça n'a pas duré longtemps, ça a impacté qu'un faible pourcentage de leurs utilisateurs, certes, mais pendant un certain temps, il y avait quand même des gens qui avaient accès à des caméras de surveillance qui étaient chez des gens potentiellement. Toujours un peu délicat. Je sais pas trop comment ça s'arrange s'il y a un procès derrière, mais voilà, encore une fois, c'est les histoires de- d'objets connectés, tout ça relié à un service cloud qui redistribue derrière. Effectivement, si tu redistribues pas les bons flux aux bons utilisateurs, ça pose des problèmes. Heureusement, vite corrigé et vaut mieux dans ce genre d'histoire, parce que sinon, ça fait vite du mal, déjà potentiellement aux utilisateurs, mais encore plus à la marque. Bon, caméras de sécurité qui sont pas sécurisées pose toujours un problème. On continue avec le gros morceau d'aujourd'hui, le débrief de la conférence Google d'hier qui a amené beaucoup de choses en vrai. On va essayer d'aller assez vite parce que, encore une fois, je suis clairement pas la meilleure personne pour vous en parler vu que j'utilise quasiment aucun des services Google abordés hier. Donc je vais pas être super je vais pas pouvoir trop vous expliquer les différences entre ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on nous promet dans le futur, vu que ce qu'on a aujourd'hui, je ne l'utilise pas. Et je vous avoue que pour l'instant, j'ai pas trop. Je pense pas non plus dans le futur passer un téléphone Android. En tout cas, c'est pas prévu. Après, des choses peuvent me faire changer d'avis, bien sûr. Mais pour l'instant, j'ai un iPhone et bah, c'est un peu bête à dire, mais j'y suis. C'est pas que spécialement que je préfère l'iPhone, c'est que maintenant j'y suis habitué et ça me ferait un peu bizarre de changer. Donc il faut vraiment quelque chose qui me pousse, qui me donne un réel intérêt à changer d'écosystème, ce qui n'est pas forcément évident. On commence avec le premier truc qui pour moi est un truc de ouf, vraiment. On parle ici de Lambda, Lambda qui est... Alors, on nous dit que Google réinvente le chatbot avec Lambda. C'est-à-dire, en gros, Lambda, c'est une intelligence artificielle qui a été travaillée pour discuter avec des humains, avoir une discussion avec un humain et être le plus pertinent et humain possible. Donc vraiment ressembler à une... Enfin, faire des tours de phrases comme un humain pourrait le faire et non pas comme une machine pourrait le faire. Donc là, on nous montre des exemples où Lambda se fait passer pour... Alors, une planète, je veux pas dire de bêtises, mais c'est genre Pluton ou un truc comme ça. Et en gros, vous lui parlez, vous écrivez une phrase, il vous répond comme le ferait une personne, mais avec toute la base de données de Google derrière, donc une information pas infinie, mais bien plus conséquente que n'importe quel humain, forcément. Personne n'a dans son cerveau la même, la même somme d'informations que peut avoir Google dans toutes ses bases de données, clairement. Donc vous imaginez bien que le potentiel est énorme. On peut vous montrer un autre petit, voilà, ce petit exemple avec les réponses de Lambda qui nous parle. Quel est l'intérêt derrière, à part technologique, nous montrer que voilà, l'intelligence artificielle aujourd'hui peut imiter la façon de communiquer d'un humain, à l'écrit du moins, en ayant tout de même toute l'intelligence des bases de données qui lui sont accordées. L'intérêt derrière, c'est l'assistant écrit ou vocal qui serait l'ultime étape, c'est-à-dire avoir un OK Google qui vous répond comme pourrait le faire une personne
tout en gardant les informations supplémentaires que peuvent avoir ce genre de service. C'est d'un côté assez incroyable, honnêtement. Ça fait vraiment science-fiction d'avoir cet algorithme, cette IA qui vous parle, parce que c'est vraiment ça. D'un autre côté, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur au jour où, voilà, par exemple, on peut avoir du démarchage téléphonique. Peut-être que dans le futur, ce sera du démarchage téléphonique par une IA qui vous posera les questions. Donc voilà, on peut avoir des dérives. D'un point de vue tech, c'est quand même assez incroyable. Et en vrai, se dire que, imaginez un jour où vous pourrez discuter avec votre assistant vocal plutôt que lui donner des ordres et écouter des réponses robotisées, ce serait quand même vachement sympa. Faut pas que ça remplace des humains non plus, hein. Ça reste, ça reste virtuel tout ça, mais les applications potentielles derrière peuvent être quand même assez fous. Et à quand, euh, à quand les robots humanoïdes qui intégreront ça et qui du coup ressembleront à des humains incroyables? Non, ça fait un peu peur quand même. Mais c'est bluffant. En vrai, la technologie est bluffante. Encore une fois, ça se fait avec le savoir-faire de Google dans l'IA et aussi les bases de données qui aident beaucoup. Plus vous nourrissez une IA avec des informations, plus son potentiel augmente. Et croyez-moi, Google a des bonnes bases de données. Deuxième truc qui, lui, était très attendu, tout le monde savait que ça allait être présenté, l'Android 12 qui arrive en bêta avec des nouvelles fonctionnalités. Encore une fois, je ne suis pas le mieux placé pour vous en parler. Je n'ai aucun système sous Android, malheureusement. Donc je ne connais pas trop le... Je connais le système de base, mais pas à l'utilisation. On nous annonce par exemple voilà, des thèmes, enfin des designs refaits pour l'OS, des histoires de couleurs incroyables. Ça c'est plutôt stylé. On nous explique que vous pouvez changer les couleurs de l'interface de votre OS. Ça c'est cool. Comme vous voulez, avec les couleurs que vous voulez. Et vous avez même une fonctionnalité, et ça c'est plutôt stylé. Vous avez une fonctionnalité qui permet de élaborer ces couleurs automatiquement en fonction de votre fond d'écran. Donc en gros, harmoniser la couleur de vos menus avec votre fond d'écran, ce qui peut rendre des trucs plutôt sympas euh, suivant vos goûts et vos couleurs préférées. Même si derrière, en fouillant un petit peu, on apprend qu'en fait, l'idée est quand même plutôt cool, mais elle ne sera que très peu disponible, vu que on parle d'Android, et Android, on sait, c'est disponible sur beaucoup de modèles de téléphone de différentes marques. Certaines marques, même la plupart, ajoutent une surcouche à Android, une surcouche maison, pour voilà, adapter et mettre leur truc à eux perso, et se démarquer un petit peu. Du coup, on apprend que seulement les téléphones Google Pixel 5 en bénéficieront, parce que voilà, c'est les seuls qui auront, en tout cas dans un premier temps, Android 12 comme l'a pensé Google et sans surcouche. Donc ça c'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'on a d'autres nouveautés? On a des nouveautés pour la vie privée avec, avec en gros un dashboard, donc un récapitulatif de ce qui vous trace, de ce qui vous localise, de ce qui est tracé d'ailleurs dans chaque application machin. Donc contrairement à Apple qui eux peuvent se permettre de mettre des bloqueurs de tracking, Google peut pas trop, c'est quand même son cœur de métier, la collecte d'informations et la revente. Donc il vous en informe,
mais on n'a pas un bloqueur comme on a pu l'avoir sur les dernières versions d'iOS. C'est pas étonnant, personne ne s'attendait à ce qu'il l'ait, donc pas, euh, pas grand changement. Et derrière, on nous apprend, et ça c'est cool par contre, on nous apprend que cette version d'Android 12 qui est en bêta est disponible chez plein de fabricants. Pour une fois, c'est pas tout le temps le cas, hein. Honnêtement, parfois, encore une fois, l'histoire de surcouche, tout ça, ça pose des problèmes ça, ça délaie le temps d'arrivée des mises à jour. Ici, on a quand même une liste plutôt longue. On a Asus, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, TCL, Vivo, Xiaomi et ZTE. Donc ça, c'est cool. Même si on peut voir juste après que, toujours chez Google, peu de temps après cette annonce, certains possesseurs de téléphones OnePlus ont mis à jour vers cette version bêta d'Android 12, ce qui a totalement bloqué leur téléphone, mais vraiment bloqué dans le genre vous n'avez pas envie que ça vous arrive. Euh, et c'est un peu compliqué du coup. Bien sûr, depuis, OnePlus a communiqué et a donné des méthodes pour débloquer en ayant recours à un hard reset du téléphone, hein. Vraiment, on va loin pour pouvoir débloquer le truc. C'est, ça fait forcément un lancement un peu raté, hein, quand on sait que voilà, les gens apprennent ça, hop, ils testent et ça casse leur téléphone. Toujours un peu embêtant, mais voilà, depuis ils ont trouvé un moyen de revenir en arrière et ils ont bloqué la mise à jour. Ils n'ont pas trouvé un moyen de bien faire la mise à jour, hein. Ils ont trouvé un moyen de revenir en arrière et de bloquer la mise à jour. À voir, ça sera corrigé bien sûr, on est sur des versions bêta. De là à faire totalement planter un système et qui soit pas capable de rebooter, c'est toujours délicat, surtout sur un téléphone qui est normalement pas censé être, enfin qui est censé être ultra stable au niveau du système. La suite de la conférence Google avec la possibilité nouvelle d'utiliser votre téléphone sous Android 12 bien sûr comme une clé de voiture numérique. Alors, déjà, vous imaginez bien, ça ne marchera pas avec toutes les clés de voiture non plus. C'est quelque chose qui commence à arriver pas mal. En même temps, on est à une époque où parfois les clés de voiture sont plus, sont plus un objet électronique qu'une vraie clé. Donc, en théorie, on peut se dire bah, pourquoi notre téléphone ne pourrait pas remplir le rôle. Deux méthodes de fonctionnement. La première méthode utilise l'ultra wideband qui permet d'envoyer à longue distance des informations, enfin à longue distance sans fil, hein, on reste raisonnable, hein, c'est pas si long que ça, mais mieux que le Bluetooth en tout cas, pour du coup être détecté comme une clé. Et deuxième méthode plus ancienne et plus classique, la puce NFC en, en collant votre téléphone à la poignée de votre voiture, qui certaines voitures d'aujourd'hui ont ça, ça détecte la clé et du coup ça l'ouvre. Et bah là pareil, ça détecte votre téléphone et ça l'ouvre. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. C'est pas non plus ultra innovant parce que ça existe déjà, notamment chez Apple, hein. On en revient souvent à comparer avec Apple en même temps. C'est un peu l'autre grand système d'exploitation qu'on trouve sur nos mobiles. Euh, Apple qui a déjà un train d'avance sur ce truc-là, même si ça reste à la sauce Apple, c'est-à-dire ultra fermé, et du coup ça marche uniquement avec certains modèles de BMW, un peu dommage. Mais ça existe déjà, si vous avez du coup un téléphone Apple XS ou enfin 10S ou plus récent, euh, et, euh, et une voiture BMW j'imagine aussi assez récente. Donc voilà, pas tout le monde. Euh, Il y a toujours l'idée de la sécurité qui entre en jeu. On peut se dire que du coup, quelqu'un qui vous copie le téléphone comme ça, si
Si jamais vous avez votre clé dedans, il aura potentiellement votre clé. Oui, de toute façon, rien n'est sécurisé à 100%. C'est la réalité de la sécurité informatique. Rien n'est sécurisé à 100%. Le principe de la sécurisation, c'est juste de rendre le truc le plus pénible possible et pas autre chose. Donc voilà, hein, il y aura toujours, j'imagine qu'il y aura toujours des failles. Par contre, le point qui est mis en avant et qui est plutôt ultra intéressant, c'est la possibilité du coup de donner un double virtuel des clés à quelqu'un. Alors je sais pas si on peut le faire à distance ou que en physique, mais ça par contre c'est quand même assez stylé. Imaginez vous êtes en vacances, euh, vous avez un ami qui a cassé sa voiture et vous avez une voiture qui est chez vous qui sert à rien. Et bah bim, vous lui envoyez un double virtuel des clés et il peut emprunter votre voiture le temps qu'il a besoin. Honnêtement, l'idée de base est pas mal. Il y a des intérêts. Encore une fois, c'est quand même assez limité en termes de voiture et on ne sait pas trop encore la compatibilité avec les systèmes, souvent qui sont des systèmes propriétaires à chaque marque, donc dans les voitures. Donc faut voir dans le futur, mais l'idée de base est pas mal d'avoir un espèce de double numérique de vos clés de voiture. C'est pas complètement incohérent avec le monde d'aujourd'hui. Toujours Google, et ça par contre ça m'a bien fait marrer, incroyable. On parle d'Android TV et de notre smartphone sous Android qui pourra bientôt servir de télécommande. Ouais. En vrai, voilà, le seul truc c'est que ce sera natif dans le téléphone. Donc vous n'aurez pas besoin d'installer une application en plus pour vous servir de votre téléphone comme télécommande. Mais bon, moi je vous avoue, j'ai une télé LG. J'ai sur mon téléphone l'application LG qui me permet de me servir de mon téléphone comme d'une télécommande. Je trouve pas ça révolutionnaire. Je trouve plus que bon, voilà, le point intéressant, c'est que c'est intégré nativement dans le système d'exploitation, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Continue avec Wear OS. On attendait des news sur Wear OS et il y a bien des news. Google et Samsung s'associent pour créer l'OS ultime pour smartwatch. On fusionne Wear OS et Tizen OS, Tizen OS pour voilà, créer un truc plus performant, mieux, avec potentiellement plus d'applications, de compatibilité, tout ça pour essayer de faire être au point au niveau de la concurrence contre Apple qui, je crois, est quand même un peu en avance sur le marché des smartwatches et Samsung et Google qui aimeraient bien récupérer un peu de part de marché ont décidé de se serrer la main et de s'attaquer à cette tâche ensemble. C'est honnêtement un des moyens de revenir dans la course, là où pour l'instant peut-être qu'Apple a un peu d'avance, une avance qui paraît difficile à combler pour une entreprise seule, même si on parle de Google ou de Samsung qui sont pas n'importe qui. Donc c'est pour vous dire l'avance que peut avoir Apple. Honnêtement, ça peut permettre sur le long terme d'avoir des produits vraiment bien qui rentrent dans un écosystème plus complet avec des compatibilités étendues. Dans un premier temps, on nous annonce surtout la compatibilité avec des nouvelles, enfin avec des applications du genre les apps Google qui sont pas non plus, voilà, on parle Google Maps, Google Assistant qui ont un redesign, Google Pay qui a aussi le droit à une mise à jour. On va avoir une application YouTube Music sur Wear OS, ce genre de truc. Pour l'instant, on n'est pas sur des grosses annonces sur ce partenariat, mais dans le futur, on espère quelque chose de vraiment top et qui donne vraiment envie de, pourquoi pas, se tourner vers
des smartwatches autres que celles Apple qui pour l'instant sont quand même plutôt sur le devant de la scène. Allez, il nous reste 2 news. 2 news sur Google. Première news sur la vie privée, une news qui fait forcément beaucoup rire quand on connaît Google. Google qui veut rassurer, rien n'est plus important que votre vie privée. Voilà, ça me fait un peu rire forcément parce que bah, on sait hein, que c'est leur métier de collecter des données. Enfin, c'est pas, je dis pas que c'est mal ou quoi que ce soit, c'est juste leur métier et c'est ce qui leur permet aussi de générer des revenus. Là où la plupart des services Google sont gratuits et voilà, on a une contrepartie quand même en, en donnant nos données à Google, on a en échange accès à des services qui sont gratuits. Donc c'est un choix, il faut juste être conscient que en utilisant les services Google qui sont gratuits, on paye avec nos données. Il faut juste en être conscient. Du coup, quand on nous explique que c'est important notre vie privée, voilà, on est moyen sûr. On nous explique qu'ils mettent en place des nouveaux moyens pour être moins suivi, pour dire que sur ça, on veut pas être suivi, que parfois on veut être en mode sans trace, enfin sans tracking, plus que sans trace d'ailleurs, sans tracking, ce genre de truc. Encore une fois, je vous le rappelle, Google, son business model, c'est collecter des données via des services gratuits pour ensuite les revendre ou les utiliser pour notamment créer des publicités ciblées. On le sait, donc il ne faut pas se mentir, les données sont importantes pour Google et ils ne vont pas arrêter de les collecter. Tout ce qu'ils peuvent collecter, ils le collectent. Après, ils peuvent dans tous les cas le faire d'une façon plus ou moins agressive et ils mettent l'accent sur le fait que voilà, rien n'est... qu'ils essayent de ne pas prendre de trucs trop précis sur vous, tout ça. À vous de juger, à vous de voir si les services Google valent le coup de leur donner vos données. C'est à vous de choisir, en votre âme et conscience. On finit avec du matériel, toujours chez Google. Google qui nous dévoile sa nouvelle, ses nouveaux processeurs, on va appeler ça comme ça. Bon, ils appellent ça des TPU. Alors TPU pour Tensor Processing Unit. En gros, pour faire simple, c'est du processeur d'intelligence artificielle avec des puissances incroyables. On parle ici d'un TPU avec 4096 puces, développant jusqu'à 1 hexaflop de puissance. Dites-vous que consoles dernière génération qui ont été vendues comme des machines ultra puissantes étaient annoncées autour des 10 teraflops de puissance. Là, on est aux hexaflops. Alors, je sais même pas. Tera, c'est quoi? C'est 1000 fois plus hexa que Tera? Je vais aller voir ça direct parce que je veux pas dire de bêtises. Alors. Du coup. Je trouve pas. Trouvé. Exactement. Pas du tout. Pas du tout. C'est du coup 1 million de fois plus. On a Tera puis Peta qui est du coup 1000 fois plus. Et Hexa qui est du coup 1 million de fois plus que Tera. Donc voilà. Donc voilà, ça fait beaucoup de puissance. Beaucoup de puissance. Un hexaflop, c'est 1 million de teraflops. Voilà. Ces puces sont pas du tout destinées au grand public. On est sur quelque chose qui est maison de... c'est des puces maison pour Google. Ça va être que pour Google.
Et derrière, ils vont permettre à des gens de souscrire à des services pour développer de l'IA qui vont utiliser ces processeurs. Vraiment, c'est des processeurs dédiés à l'IA. On est sur un upgrade, voilà. On nous dit 2 fois plus rapide. On est sur un upgrade de ce qui se faisait déjà. Ils avaient le TPU V3, ils passent au TPU V4, toujours plus rapide. Ça consomme probablement beaucoup, mais peut-être moins que ce que ça consommait avant, ou alors autant pour plus de performance, en tout cas on l'espère. Mais on nous promet jusqu'à 10 fois plus de bande passante que tout autre système concurrent similaire. Donc voilà, hein, de quoi développer les IA du futur avec du matériel dédié qui est, d'après Google, le meilleur du marché. Et ça, ce n'est pas rien. C'est tout pour Google, ça fait déjà pas mal de trucs. On enchaîne après Google avec Apple. Apple qui nous tease ses futures nouvelles puces, les puces M2, après avoir fait des puces M1 qui sont d'abord mis dans des MacBook, puis dans d'autres trucs, un peu tout ce qu'ils trouvaient, du genre un iPad Pro, du genre un iMac 24 pouces, voilà, ce genre de trucs. On nous parle maintenant d'un M2, enfin d'une M2, d'une puce M2 qui viserait un segment plus haut de gamme, plus performant que peut viser la puce M1. Donc on parle ici de Mac Pro, de Mac Mini, avec du coup plusieurs versions vraiment. Par exemple pour le Mac Pro, on parle de puces qui peuvent aller jusqu'à 40 cœurs d'un point de vue processeur, sans parler des cœurs graphiques. Mais pour un Mac Mini, vous imaginez qu'on est bien moins, on aura bien moins de cœurs. Du coup, on commence avec d'abord les MacBook Pro qui devraient arriver en 14 et 16 pouces avec cette fameuse nouvelle puce M2 qui serait du coup plus performante, premier point, et qui disposerait de plus de connectiques, ce qui est un peu à l'heure actuelle le seul gros défaut de la puce M1. On a assez peu de connectiques derrière associés, ce qui est dommage. Donc voilà, on parle ici du coup de puce M2 qui posséderait alors qui posséderait soit 8 cœurs haute performance et 2 cœurs dédiés à l'économie d'énergie. Quoi? Je me suis trompé quelque part. Non, c'est ça. Donc qui proposerait 8 cœurs haute performance et 2 cœurs dédiés aux économies d'énergie. Et ensuite, soit 16 cœurs graphiques, soit 32. Donc là, ici, les deux versions, ce serait en fonction de la puissance graphique associée. Et aussi, on nous annonce une puce M1 Refresh qui serait du coup plus entrée de gamme, mais plus performante. On nous annonce aussi que cette puce M2, autre avantage, c'est qu'on pourrait avoir plus de mémoire RAM. Aujourd'hui, visiblement, on est bridé à 16 Go maximum sur une puce M1. On pourrait aller jusqu'à 64 Go sur les fameuses futures puces M2. Donc ça, c'est cool. On nous parle aussi de MacBook Air et de Mac Mini. Alors du coup, là, forcément, d'autres versions de la puce M2. Mais surtout, et ça c'est celle qui m'intéresse le plus parce que ce serait vraiment la plus performante, une puce M2 dans des Mac Pro, pas MacBook Pro, hein, des Mac Pro, donc des PC fixes qui ressemblent un peu à une poubelle, vous voyez, avec du coup des puces ultra puissantes. On parle ici de puces qui embarqueraient 20 ou 40 cœurs, avec soit du coup 16 cœurs haute performance et 4 cœurs dédiés aux économies d'énergie, ou 32 haute performance et 8 dédiés à l'économie d'énergie. Et partie graphique, pareil, hein, on ne mollit pas, on est sur la version minimum à 64 cœurs graphiques, ou si vous avez toujours besoin de plus, on peut avoir 128, ce qui serait vraiment une puce ultra puissante, ultra performante, et qui pourrait promettre des nouveaux Mac vraiment impressionnants d'un point de vue
d'un point de vue puissance. Encore une fois, on est sur du teasing pour l'instant, rien d'officiel. Vous savez qu'Apple, ils attendent que tout soit prêt pour faire l'annonce. Mais en vrai, j'ai vraiment hâte de voir ça. On sait que la puce M1 a déjà fait du mal à la concurrence sur plusieurs secteurs, notamment le- la consommation d'énergie. Donc on en attend beaucoup et il y a moyen que ça soit des machines assez incroyables. On continue avec une manette modulaire. Alors, c'est la manette visiblement qui irait avec le futur service de cloud gaming de Tencent. Euh, une manette du coup modulaire, vous voyez ici la base, plus ces modules pour changer la disposition et les touches suivant le jeu auquel vous jouez. Alors ici on parle de jouer en cloud sur une console à des jeux mobiles. Je vous avoue que pas méga convaincu par ça, mais enfin sur téléviseur à des jeux mobiles plutôt. Pas méga convaincu par ça, mais pourquoi pas. Mais l'idée de la manette modulaire, je trouve ça plutôt pas mal parce que effectivement, suivant les jeux, vous n'avez pas forcément besoin des mêmes touches, ni du même nombre de touches, de bind. Donc en vrai, je trouve que ça a du sens. Après, il faut voir la qualité, le prix et la robustesse dans le temps. C'est aussi ça parfois le problème des trucs modulaires. Mais sur le papier, je trouve que c'est pas si mal comme idée. Après, voilà, du jeu mobile sur la télé, je suis pas méga convaincu. Mais j'avoue que moi, je suis un joueur PC, hein, donc en même temps, hein, dur de me convaincre. On continue avec un mini PC et vraiment taille nuque, donc tout petit, tout petit, tout petit. Regardez-moi ce modèle. Ici, on est sur le Phantom Canyon d'Intel, équipé d'une config ultra intéressante. On a un i7 11e génération 10 nanomètres mobile, sinon il ne serait pas 10 nanomètres. On a une 2060, s'il vous plaît, une 2060. Bon, elle est soudée à la carte mère, tout ça, et j'imagine que c'est une version mobile, mais une 2060 tout de même. On est sur un PC qui coûte 1400 euros, ça peut paraître énorme, et en vrai c'est plutôt élevé, mais à l'heure d'aujourd'hui où une 2060 coûte très cher, ça peut intéresser des gens. On est sur un format vraiment tout petit, hein. On est encore une fois sur une taille nuque, donc un tout petit boîtier, rien de comparable avec un PC plus classique. Honnêtement, c'est plutôt intéressant. En termes de config, on est quand même sur quelque chose de pas mal. On a un i7, on a une 2060, on a 16 Go de RAM et on a 512 Go de stockage. Je ne sais pas pourquoi il y a écrit 32 Go là, mais je sais qu'il y a 512 Go. Et en plus, à l'intérieur, vous avez la possibilité de mettre un deuxième SSD M2 et, et aussi de mettre une deuxième barrette de RAM. Donc, c'est plutôt cool. Vous pouvez upgrade un peu la config. Et de base, vous avez quand même quelque chose qui est tout petit et qui peut faire tourner du jeu vidéo. Et ça, c'est déjà très très bien. Encore une fois, 1400 euros au vu des problèmes actuels sur les cartes graphiques, c'est pas si indécent que ça. Ça me fait un peu mal de dire ça, mais c'est pas si indécent que ça. On continue avec du processeur très très cher, mais très très haut de gamme. On est sur les mastodontes d'AMD dernière génération, les Ryzen 9 5900X et 5950X, donc respectivement 12 et 16 cœurs, des monstres, hein, des monstres, pas d'équivalent, non vraiment pas d'équivalent en fast chez Intel, et des prix qui sont plutôt bas. Attention, ça reste du très haut de gamme en termes de processeur, donc c'est cher, mais c'est des prix plutôt bas pour ce genre de processeur. On est sur le 5900X à 600 euros et sur le 5950X à 800 euros. A noter que du coup, le plus haut de gamme, ce 5950X, qui est à 800 euros, est moins cher que le prix de vente conseillé à la sortie du processeur, qui était de 850. Et ces prix sont aussi moins chers que les prix que j'ai donnés moi en lundi quand on fait notre review des prix.
Donc le 5900X dispo chez Amazon pour 600 €. Le 5950X dispo à 800 € chez Rue du Commerce. Allez-y si ça vous intéresse. C'est quand même des prix plutôt intéressants. Même si le 5900X est toujours au-dessus de son prix de vente conseillé de base qui était de 569, malheureusement. Ça reste plus intéressant que les derniers prix qu'on a eu sur ces modèles. Petite info non officielle sur une 3090 Ti, un peu bizarre. Franchement, s'il y en avait une qu'on n'attendait pas, c'était celle-là. Personnellement, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse une 3090 Ti. Tout ça n'est pas encore officiel. Mais c'est Zotac qui a lâché l'info via son logiciel de gestion. Voilà, hein, les data miners qui adorent fouiller dans ce genre de logiciel pour trouver les futures références qui sortiront. Ici, on peut voir noter du coup une 3090 Ti. Justement, je sais pas trop ce qu'ils veulent leur donner comme caractéristiques et tout, parce que déjà la 3090, elle est chère et elle est ultra puissante. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une 3090 Ti pour sans être sur une gamme professionnelle? Je sais pas. Pas méga convaincu. Haute carte graphique, et ça j'aime beaucoup ce design, vraiment j'aime vraiment beaucoup ce design. Les Asus en collab avec Gundam, donc vous voyez on reprend ici ce modèle blanc, un peu de RGB, j'aime vraiment beaucoup ce design. On est sur du haut de gamme, Asus ROG 3080 et 3090 pour respectivement 1700 et 3100 €. Donc voilà, un ultra haut de gamme. Mais pour une fois, et ça c'est cool, ça a l'air de débarquer chez nous, là où d'habitude c'est quand même réservé au marché asiatique. On est content. En vrai, je suis content, ça me fait plaisir d'avoir ces cartes que je trouve à chaque fois très belles et qui sont tout le temps pas pour nous. Et on finit sur les cartes. Non, c'est vrai qu'on a le stock après, mais ça va vite le stock. Sur le LHR, le Hash Rate Limiter. Et en fait, j'ai appris aujourd'hui en lisant les différentes news sur ce nouveau bridage qui a été officiellement annoncé par Nvidia maintenant, qu'il sera fait mention sur les boîtes des cartes si ce sont des modèles avec le LHR inclus ou si c'est des modèles datant d'avant. Donc, on saura quand on achète la carte si elle est bridée ou pas par Nvidia de base pour miner de la crypto-monnaie. Encore une fois, pour tout ça, il faut que le bridage tienne sur la durée, ce qui n'a pas été le cas sur la 3060. Donc on va voir si ils ont fait mieux cette fois. On le saura vite, hein, de toute façon, si le bridage est contourné, on le saura vite. Petit point stock qui régale jamais, bien sûr, on a de la 6700 XT ASRock, les deux modèles classiques 1180, 1240. Ici, on a du RGB et pas sur celle-là. Voilà le changement principal entre les deux. On a une Power Color 6700 XT à moins de 1000 €, incroyable, 960. C'est une des moins chères que j'ai vues depuis longtemps, 6700 XT. Sinon, vous avez la ASRock qui est plus chère à 1130. Franchement, pour une carte graphique blanche, elle est pas chère. Et bah, après, on a bien sûr les 6900 XT qu'on connaît, classique. Ah, on a la Toxic qui est nouvelle. On avait la Toxic Extreme Edition depuis longtemps à 2650, mais maintenant on a la Toxic à 2600. Et si vous voulez mettre toujours plus cher, vous avez la OC Formula de ASRock à 2700, toujours plus cher chez ASRock. Let's go. On finit vite fait avec les écrans, histoire que j'aille sur Trackmania. Première news sur les écrans, une mise à jour sur cet écran qu'on avait déjà présenté, un LG de 27 pouces qui sera en UHD 160 Hz. Incroyable. On est en train de grappiller des Hz au-dessus des 144 sur des écrans UHD. Et on a plusieurs nouvelles infos. La première, c'est le prix, 929 €. Voilà, pour cet écran 27 pouces UHD 160 Hz. Et on apprend aussi
forcément, on se doutait qu'il y avait ce genre de techno derrière, parce que 160 Hz, on a du FreeSync Premium Pro et du G-Sync compatible, validé par Nvidia. Donc, on est sûr que ça marche bien. Après, je vais pas vous mentir, pour 929 €, je préfère que ça marche bien. Et on finit avec un plutôt bon plan, voire super bon plan. Ici, on est sur un écran AOC, taille 27 pouces, résolution seulement Full HD par contre. Mais, on a 240 Hz de taux de rafraîchissement. Donc voilà, c'est ouf. Maintenant, on va sur certains modèles jusqu'à 360, mais déjà 240, c'est énorme. Ici, pour 308,66 €, vous avez ce modèle AOC qui sera plutôt très stylé, qui sera votre meilleur ami si vous êtes amateur de fast FPS. On est sur du classique AOC, hein, les petits marquages rouges et tout, le pied et vous voyez le pied qui permet d'incliner, de régler tout votre écran. À peine au-dessus de 300 € à la place de quasiment 400. On est quand même sur 25% de réduction, c'est plutôt sympa pour quelque chose qui ravira les plus compétiteurs d'entre vous sur les jeux vidéo. Et voilà, on conclut là-dessus notre point actu hardware du jour. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Comme d'habitude, je vous invite à faire des retours, allez-y, ça me fait progresser et je suis preneur. Et aussi, je vous invite à aller faire un tour sur mes réseaux sociaux. Vous imaginez bien que le moindre petit follow, tout ça, ça me fait chaud au cœur. Donc n'hésitez pas. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité hardware. Et moi, je file sur Trackmania. Merci d'avoir regardé.